de suite, nous commençons. Bonsoir. Alors, avant de commencer, je vais commencer par demander à nos ancêtres de nous inspirer la pensée juste, la parole juste et l'acte juste. Et à cela, j'aimerais ajouter bénédiction pour le pays Martinique, bénédiction pour le peuple martiniquais, bénédiction pour la jeunesse martiniquaise. Alors, c'est vrai que cela fait quand même un certain temps qu'on essaie de nous cantonner à une espèce de case créole, avec une langue qui serait un mélange de tout et de rien, en même temps une dominante française, un apport amérindien et accessoirement quelques mots africains. Et avec tout ça, on est prié de croire tout le monde. Et quand on demande des comptes, eh bien on nous dit que notre langue est à base lexicale française et qu'il n'y a rien d'autre à voir. Notre langue est d'origine française et il faut se contenter de cela. Seulement nous sommes peut-être le seul peuple à avoir des dictionnaires fantômes. Je veux dire par là que nous sommes les seuls à avoir des dictionnaires où vous ne pouvez pas trouver une étymologie. Tant que vous êtes dans la perspective créole, eh bien, vous ne pouvez pas avancer. Alors moi, je vais vous dire, on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais vous dire l'essentiel. Nous sommes 300 000 ans d'histoire intellectuelle. Nous ne sommes pas 3 siècles. Première des choses. L'homme, l'être humain, existe depuis à peu près 7,5 millions d'années. Sur ces 7,5 millions d'années, il a passé quasiment 5,5 millions d'années uniquement sur le continent africain. Après, ce qui se passe, c'est que l'homme moderne, Homo sapiens sapiens, va arriver entre moins 300 000 et moins 200 000 ans. Donc tout ce que nous pratiquons aujourd'hui est marqué de toutes ces expériences intellectuelles, scientifiques, spirituelles que nous avons traversées. Donc notre langue, ce n'est pas un blender qui lui a donné naissance. On n'a pas pris un conglomérat de mots qu'on a mixé et qui a restitué une langue. Il y a une logique interne. Cette logique interne, c'est celle par laquelle nos premiers ancêtres du continent ont associé des sons qu'ils ont perçus dans la nature et qu'ils ont reproduits avec leur bouche. Ils ont associé à ces mots, à ces sons, une pensée. Donc cela a généré 10 premiers sons, 10 primo-lexèmes. Et la combinaison toujours plus savante, toujours plus complexe de ces primo-lexèmes a donné naissance à la langue que nous connaissons. Donc, notre langue témoigne de 300 000 ans d'histoire que nous avons traversée. Pourquoi on veut nous maintenir à cette fameuse virgule sanglante que nous avons traversée depuis 3 siècles? Soyez sûrs que l'histoire, la longue phrase qui raconte notre histoire commence par une majuscule et non pas par une virgule. D'accord? Cette virgule-là, c'est une pause. Nous avons accusé le coup et maintenant notre renaissance est en cours. Donc, l'histoire du Martiniquais commence dans la région des Grands Lacs parce que notre langue en témoigne. Les premiers mots de notre langue, ce sont les onomatopées. Aujourd'hui, nous ne leur accordons pas de grande importance. Mais sachez que ce sont les verbes les plus anciens que vous avez dans la langue. Les verbes les plus anciens. Ensuite apparaissent les premières règles. La loi des tons. Les choses doivent être définies dans notre expression. Alors si par exemple on prend l'expression de l'acquiescement ou de la négation, vous voyez que le ton va vous donner des indications. D'accord? Si je dis en,
ou je dis en, alors que ça s'écrit pareil, c'est pas la même chose. Mais si mon propos n'est pas déterminé, s'il n'est pas marqué par un ton, je tombe dans le doute. En, voyez? En, pas de ton. Eh bien, les choses sont bien classées. Ensuite, deuxième règle qui arrive, c'est le doublement des phonèmes pour exprimer les paires naturelles. Tout ce qui fonctionne par deux, vos deux yeux, vos deux bras, vos deux mains, s'exprime par le doublement du phonème. D'accord? Donc, cocosier, d'accord? Et puis, d'autres exemples, je ne vais pas être trop long. Ensuite, le triplement du phonème pour exprimer ce qui se retrouve dans une quantité indéfinie. Qui coulait à ciel là? Il blé, blé, blé. Ah, l'ennui, noué, noué, noué. To, il y a du monde? Là, on fait ça, c'est pour être sûr que tout le monde a compris, tous ceux qui sont dans la maisonnée ont entendu. Et après, il y a la question, et je suis désolé pour ceux qui contestent ce fait. Être africain, ce n'est pas simplement une question de couleur de peau, de naissance sur un territoire donné ou de texture des cheveux. C'est une question de vision du monde. C'est ce que l'être humain a observé autour de lui qui lui permet de construire sa pensée. Donc vous voyez bien que une société qui grandit dans un climat tempéré avec 4 saisons, avec des animaux qui se rapportent à cet environnement-là, ne peut pas construire la pensée d'un peuple qui vit dans un milieu tropical avec des animaux comme les lions, les éléphants, les poissons que nous avons, les arbres. On ne construit pas la même société. Et c'est ça déjà le début de ce qui démarque, qui nous démarque. Hein. Et donc l'homme observe la nature, il fait comme un enfant qui commence à ramper et qui part à la découverte de son univers et tout ce qu'il rencontre, il va le mettre dans son laboratoire comme un scientifique. Il porte à sa bouche. Ah, ça c'est sucré, ça c'est salé, ça c'est doux, ça c'est rêche. Il fait une classification et à partir de ce moment-là, tout ce qu'il va rencontrer sur son chemin, il va vouloir le classer dans ces catégories. Donc, de ce fait-là, notre observation démontre que la métaphore, c'est-à-dire cette forme de poésie où on fait le transport du nom d'une chose à quelque chose à quelque chose d'autre, eh bien, commence dès ce moment-là, la métaphore. Exemple, vous avez par exemple une plante qu'on appelle, les Français appellent le ricin. Et puis, nous crions ça carapate. Pourquoi carapate? Parce que dans votre ancêtre se pose la question, à quoi cela ressemble? Ah, mais le carapate, ça ressemble à ce qu'on connaît déjà, la petite graine qui bouge. Comment on appelle la graine qui bouge? Carapata, carapate, la graine qui bouge. Eh bien, comment on va appeler cette nouvelle graine qui lui ressemble? Carapate. Mais qu'est-ce que la graine qui bouge? Eh bien, c'est la tique. Voyez? Donc un grain de ricin, un grain de carapate, c'est ça. Et toutes les associations vont se faire comme ça. Notre langue va commencer à se construire sur le même modèle. Parce que voyez-vous, dans la pensée symbolique africaine, la façon dont nous avons d'associer les idées et l'observation de la nature, à traduire l'observation de la nature en mots, en phrases et ensuite en pensée, les mots sont des feuilles, les mains sont des feuilles. Le plat du pied, ce sont des feuilles. Eh bien, je peux désigner ce que je vois. Je peux dire que je vois cette feuille-là. D'accord? Et je peux dire aussi à qui appartient cette feuille. Eh bien, si je sais que, par exemple, la feuille se dit pas ou bien ta, eh bien, je peux comprendre pourquoi ce qui est dans la feuille appartient à la feuille. Donc, si c'est dans ma feuille que c'est, je peux dire ta moins. Par exemple. Voyez? L'observation de la nature. Une deuxième chose prouve que notre langue ne vient pas du français. C'est parce que comment se construisent les pronoms personnels dans notre langue? L'homme a conscience d'être unique. Donc il se nomme par le chiffre 1. C'est ce que vous faites quand vous dites man, quand d'autres disent moins, quand d'autres disent mot. Tous ces mots-là désignent le chiffre 1. Mais ensuite, ce 1, il peut s'adresser soit à un homme, soit à une femme.
Et quand il va voir ça, eh bien, quand il va s'adresser à une femme, il va dire ce qu'il voit. Donc, il va dire femme. Comment il va dire femme? Il va dire tout. Tout, c'est ce qui va donner en Guyane to. Voyez? Tout, c'est le nom de la femme. Et ensuite, il va avoir cou pour désigner l'homme. Quand il s'adresse à un homme, eh bien, il va dire cou. Et petit à petit, la consonne préfixe, le K, tombe. Et c'est comme ça qu'ici, on se retrouve à dire ou. Ou bien, par exemple, en Guadeloupe, on va dire ou. Voyez? Ensuite, je peux désigner l'existant invisible. L'existant invisible féminin, c'est la déesse même qu'on appelle Isis. Et quand je regarde dans le lexique de l'Égyptien ancien, je vois qu'elle s'appelle Sou. Mais j'ai noté cette loi de correspondance parce que le ou a tendance à devenir un o. Le tout de l'Égyptien ancien devient to en Guyane. Le sou de l'Égyptien ancien va devenir so en Guyane. D'accord? Aujourd'hui, si vous regardez à la deuxième personne du singulier, il n'y a qu'une seule forme. Mais on ne sait pas expliquer pourquoi il y a le to, alors qu'en fait, c'est un vieux souvenir de ce qui se passait à cette époque et qui, petit à petit, s'est annui, mais a survécu sur certains territoires. Et quant au nous, mais c'est la plus forte manière de dire nous, c'est de désigner carrément l'univers, c'est-à-dire l'univers primordial, le noun. C'est-à-dire que c'est tout ce qui existe. Nous, c'est tout ce qui existe. Là, j'utilise cela pour parler des éléments de grammaire. Comment ils apparaissent? Dès l'Égypte. Dès l'Égypte, à une heure où le grec, le latin, l'hébreu, l'acadien, l'arabe, toutes ces langues n'existent pas encore. Et nous, vous pouvez déjà trouver un tanou, comme on dit ici, exprimé clairement en égyptien ancien. D'accord? C'est le même mode de construction. Quant aux formes verbales, encelé, mancellé, mantekele, toutes ces formes-là, vous les retrouvez déjà depuis cette époque. Et puis, vous pouvez vérifier la chose, parce que quand vous allez voir aujourd'hui les langues africaines modernes, forcément, il en reste quelque chose. Donc, les ancêtres des Martiniquais qui habitaient la région des Grands Lacs ont remonté le Nil, ont cherché des voies et des lieux où ils pouvaient vivre tranquillement. Ils ont habité le Sahara, mais quand le Sahara a commencé à devenir un désert, ils ont cherché des voies d'eau. La majeure partie d'entre eux connaissaient déjà le Nil, donc sont revenus vers le Nil. C'est comme ça qu'ils se retrouvent vers moins 20 000 ans aux portes de l'Égypte, du territoire qui va devenir l'Égypte. La civilisation égyptienne, c'est moins 15 000 ans. C'est pas moi qui le dis, ce sont les archéologues et égyptologues égyptiens qui ont redaté tout leur site. Et dans une conférence qu'ils ont donnée en 2018, en février 2018, eh bien la presse occidentale a brillé par son absence, parce que ceci ne va pas avec leur entendement. Ils veulent rester sur les vieilles datations. Voilà. Donc, une fois qu'ils ont fini tout cela, eh bien, ils vont habiter jusqu'à vers 650, moins 650, et là, ils vont être sans cesse dérangés, donc le roi va prendre une décision, et ils vont décider de quitter l'Égypte. D'abord, ils vont s'installer vers Khartoum, ensuite de Khartoum, ils vont aller vers le pays mandé, vers le Congo, et c'est de là qu'on va capturer nos ancêtres. Comment peut-on savoir que notre langue est aussi ancienne? Madame Lilasson-Berger, qui était l'une des plus grandes linguistes françaises, a démontré que toutes les langues qu'on parle dans le pays mandé, le bambara, le vaï, le dialanké, le soussou et tout ça, toutes ces langues-là ne sont qu'une seule forme de langue, le copte. Or, le copte, c'est le dernier stade connu de l'égyptien ancien. D'accord? Donc, cela veut dire que ça répond, savoir l'origine de notre langue répond à une équation mathématique. Si A égale B et si B égale C, alors A égale C. Si A, l'égyptien ancien, a donné le copte B, et si le B en question, ce sont les langues du pays mandé, et si nos ancêtres ont été raflés dans le pays, dans les zones du pays mandé, pays Congo, alors la langue avec laquelle nos ancêtres sont arrivés en Martinique, c'est une seule forme de langue, le copte. Et c'est pour ça que cette langue, vous la retrouvez
dans tous les territoires où les Européens, et particulièrement les Français, ont déporté des Africains. C'est ça qui explique qu'on a la même langue, qu'on soit du côté de l'océan Indien ou que nous soyons du côté de l'Atlantique ou même des États-Unis. Mais il y a mieux, c'est que la pensée symbolique dure. Quand vous allez, par exemple, en pays d'Ogon, si vous devez saluer, vous dites « Comment va ton corps ?» Le corps, c'est l'indice de la santé. D'accord? Quand vous venez ici, qui j'ai encore là, voilà. Mais si vous allez, par exemple, au Sierra Leone, où certains ancêtres des Martiniquais sont arrivés entre le 2e siècle et le 12e siècle, venant du Soudan, eh bien, n'allez pas dire « Hello, hi, how are you? Howdy body ». Persistance de la pensée symbolique. Donc, j'aurais aimé vous parler, par exemple, du carnaval, parce qu'on nous raconte tout et n'importe quoi sur le carnaval, origine grecque, origine romaine. Les Grecs disaient, nous pratiquons cela depuis quelques siècles, mais de toute antiquité, c'est pratiqué en Égypte. Et à ce moment-là, ce rite de purification est guidé par une divinité, Isis, mais qui est vénérée sous le nom de Diana. Quand on a chanté pendant le carnaval là, oh, ma Diana. D'accord? Qui a donné l'information à nos ancêtres? Ce n'est pas les Européens. Vous voyez? Persistance de la pensée symbolique. Nous sommes un peuple qui a 300 000 ans d'histoire à faire valoir, 300 000 ans d'expérience philosophique, spirituelle, scientifique, qui le permet de construire. Ça veut dire que notre culture est si puissante qu'elle est prête à répondre à tous les défis. Et ce n'est que perte de temps de penser qu'on va culbuter ce peuple. Un peuple qui, dans sa pensée symbolique, a enregistré qu'il est capable d'administrer ses affaires seul. Faites ce que vous voulez. Il vous attend au détour. J'en aurais fini ce soir parce que je ne peux pas être plus long. Merci. Remercions chaleureusement